Vous écoutez Radio Air Libre 87.7 sous la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez également nous entendre en formant le www.radioairlibre.be pour nous écouter sur Internet. Face aux bénis oui-oui, aux gagnants et à ceux qui, lors de leur accession pontificale, s'autoproclament bien dits, les maudits voudraient redonner la parole et la vie aux opprimés, aux persécutés, aux oubliés, mais aussi aux marginaux, aux mécréants et enfin surtout aux révoltés dans l'histoire. Comprendre le monde d'aujourd'hui et construire la société de demain au départ de l'analyse des luttes du passé et de l'intelligence d'œuvres littéraires et philosophiques, telles sont les voies empruntées dans cette série d'émissions pour participer à l'émancipation du genre humain. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Marie-Jeanne Ouidard, qui est médecin généraliste. Elle pratique son art dans les milieux très défavorisés à Bruxelles. Elle a participé à différentes missions humanitaires, entre autres en Palestine. Elle nous parlera ce soir de la situation au Sahara occidental. Elle s'est aussi beaucoup occupée des sans-papiers à Bruxelles. Bonsoir donc Marie-Jeanne Ouidard. Nous allons donc aborder ce soir le problème des réfugiés, de l'état sanitaire des Sahraouis, au Sahara occidental. Et je le rappelle, le Sahara occidental a été annexé par le Maroc. Alors, première question que je vous poserai, ce sera celle qui nous permettra de recadrer un petit peu le sujet, et je vous demanderai un petit peu de nous expliquer quelles sont les origines du problème, et donc de faire un petit peu l'historique de la situation du Sahara occidental pour comprendre comment on a pu en arriver là. Voilà, donc le Sahara occidental est un territoire qui est limité au nord par le Maroc, à l'est par l'Algérie, par la Mauritanie et à l'ouest par l'océan Atlantique. Alors, ce territoire était un protectorat espagnol depuis 1884 et les tribus locales qui vivaient sur ce territoire luttaient contre les Espagnols avec l'appui des sultans marocains jusqu'en 1912 où un protectorat franco-espagnol est établi sur le Maroc. À ce moment-là, les Marocains cessent d'aider les Sahraouis et ce protectorat espagnol persiste en grande partie parce que les Marocains sont beaucoup occupés avec les Algériens avec lesquels ils ont des conflits de frontières, ils ont des conflits avec la Mauritanie et au fond tout cela permet à l'Espagne de rester sur ce territoire jusqu'en 1975 où l'ONU encourage très très fort l'Espagne à libérer ce territoire. En 1975, il y a un élément très important qui est un avis consultatif de la Cour internationale de justice qui reconnaît qu'il y a des liens entre les Sahraouis et les Marocains, mais qui conclut que ces liens n'empêchent pas un référendum d'autodétermination. Dès que cet avis est rendu, les Marocains sont fous de rage et ils lancent la marche verte, qui va permettre à des milliers de Marocains d'envahir le Sahara occidental et de s'y installer. Donc ça va être une véritable politique d'occupation, de population. Il y avait beaucoup de militaires, mais il y avait aussi également des populations civiles qui se sont déplacées, qui se sont installées dans cette partie qui était déclarée comme étant maintenant marocaine. Après cette marche verte, les Espagnols encouragent un accord entre le Maroc et la Mauritanie. Donc l'Espagne accorde au Maroc à peu près 2/3 du territoire qui se trouve au nord et accorde à la Mauritanie le tiers du territoire qui se trouve au sud.
peu après cela, il va y avoir il y a une résistance armée qui s'installe, et déjà en 1976, le Polisario, qui est le représentant du peuple sahraoui qui organise la lutte armée, proclame la République arabe sahraoui démocratique. En 1978, après le putsch mauritanien contre Mokhtar Ould Daddah, la Mauritanie cède son territoire au Sahara, mais très très rapidement, le Maroc s'empare de ce tiers de territoire que la Mauritanie avait accordé aux Sahraouis. Alors s'ensuit une guerre sans fin, qui est une guerre militaire, qui, comme toutes les guerres, n'est évidemment jamais propre. Et le Maroc décide de construire un mur. À partir de 1980 environ, il décide de construire un mur, et il existe actuellement un mur dont on ne parle jamais, qui est le mur de la honte, comme tous les murs de la honte. Je pense au mur palestinien, je pense à un mur quand même qui est tombé, qui était le mur de Berlin. Enfin, il en reste, et celui-là, on n'en parle jamais. C'est un mur qui fait à peu près 3000 km de long, qui est construit au milieu du désert, et qui sépare 20% de territoire sahraoui que le Maroc a laissé aux Sahraouis, et 80% du territoire sahraoui qui est occupé actuellement par le Maroc. Et au fond, quand vous dites laisser, ça veut dire que le Maroc reconnaît quand même une certaine souveraineté sur ces 20%, ou bien il considère que c'est une sorte de ghetto Mais c'est-à-dire que c'est à la suite des conflits armés qui ont eu lieu, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où les Sahraouis sont parvenus à s'emparer quand même d'une partie importante du territoire qui actuellement est occupé par les Marocains. Et en fait, c'est au moment où les Marocains ont commencé à construire ce mur, en fait, la lutte est devenue de plus en plus difficile. Enfin, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que ce mur avait été construit avec l'aide des Israéliens et des Américains. Donc, il y a une certaine expertise dans les murs qui se crée. Mais ce mur a été extrêmement efficace. Et finalement, en 1991, il y a eu un cessez-le-feu qui a été établi entre les Marocains et le Front Polisario, sous l'égide des Nations Unies. Et c'est à ce moment-là qu'a été créée la MINURSO, qui est donc la mission des Nations Unies pour le référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Et la mission de la MINURSO était à la fois de surveiller le cessez-le-feu qui avait été conclu, mais aussi d'organiser un référendum. Et donc, en fait, ce référendum, on l'attend depuis 1975. Je dis, ce référendum est vraiment une espèce de mythe derrière lequel on court. Et plus le temps avance, et plus les Nations Unies ont l'air de moins en moins convaincus que ce référendum est possible. Et alors, sur quoi est-ce qu'il achoppe ce référendum? C'est qu'en réalité, les Marocains discutent en permanence de qui peut voter. Évidemment, les listes électorales sont évidemment un enjeu très important, puisqu'il y a énormément de Sahraouis qui sont exilés, qui ne sont même plus sur le territoire, qui sont vraiment, il y en a en Europe, aux États-Unis. Est-ce que ceux qui sont à l'extérieur peuvent voter? Il y a énormément de Sahraouis qui se trouvent en territoire occupé par les Marocains. Comment va-t-on attribuer le droit de vote à ces gens? Donc c'est un enjeu qui est effectivement très important. Est-ce que vous pourriez rappeler quel est approximativement le nombre de Sahraouis? Donc il y a actuellement dans les camps, donc que ce soit dans les camps du côté algérien ou dans les camps du côté marocain, on considère qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui sont réfugiées dans ces camps. Et à cela, il faut ajouter alors ceux qui habitent dans la zone des 20%. Non. Non, y compris ceux-là. Y compris ceux-là. Oui, c'est ça. Oui. Entendu. Et j'avais lu le chiffre de 90 000 personnes qui auraient eu le droit de vote pour le référendum d'autodétermination. Mais les Marocains, évidemment, surveillent ça de très près et ne sont pas prêts à lâcher des listes électorales qui seraient favorables aux Sahraouis, évidemment. Je vous dis, toute la question est là. Pour resituer un petit peu les choses dans leur contexte aussi, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques mots
quel intérêt les Marocains trouvaient au Sahara occidental, outre peut-être des vieilles raisons historiques qui remontent aux Almoravides il y a 1000 ans, mais est-ce qu'il y a des raisons économiques Alors, liées au sous-sol ou à d'autres je pense que les choses très importantes, je pense que, bon, effectivement, il y a des ressources économiques très importantes dans le territoire sahraoui, qui sont des phosphates, il y a des minerais de fer, il y a la pêche au large des côtes sahraouis, c'est quand même une côte qui est assez longue, hein, puisqu'elle fait quand même, je pense, 1 millier de kilomètres facilement. Donc, les ressources de pêche sont quelque chose d'important. Mais je pense que sur le plan politique, c'est aussi très très important pour le Maroc, parce que quand la marche verte a été lancée, c'est quelque chose qui a soudé la population. Et c'est quand même assez étonnant que... C'est pour des questions de politique intérieure. Pour les questions de politique intérieure. Et c'est vrai que les derniers temps, il y avait quand même de nouveau des bruits de bottes très très importants, alors que justement on est dans une période dans une période de contestation interne quand même très importante au Maroc. Même déjà avant le printemps arabe, il y avait quand même déjà des bruits de bottes. Maintenant, j'ai entendu dire récemment que les Marocains étaient en train de retirer du matériel militaire du mur, qui est évidemment très militarisé, le mur avec le Sahara occidental, parce qu'il y avait depuis qu'il y a le printemps arabe. C'est un mur ou des barbelés c'est un mur. En fait, c'est comme en Cisjordanie ou bien c'est non. C'est quoi ce mur? En fait, c'est un mur de terre, c'est un mur de sable essentiellement, mais qui permet effectivement de surveiller, parce que les casemates marocaines sont un peu en hauteur, donc ça permet quand même de surveiller le territoire. Et puis c'est électroniquement très très surveillé. Mais vous savez, le mur en israélo-palestinien, il est très peu en dur, hein, il est surtout en barbelé, hein, et surtout électronique en plus. Quand on est là-bas, on voit très peu le mur. C'est une très faible partie de la barrière. La barrière, et elle à est tout hasard, essentiellement... c'est pas à tout hasard, est-ce qu'on a placé des mines antipersonnelles, des choses comme ça? Je sais qu'elles sont interdites, mais non, c'est pour savoir, parce que contrôler à une distance de 3000 km comme mais je ça, pense qu'ils sont très nombreux, hein, ils sont très nombreux. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de militaires qui surveillent. Oui. À moins de résoudre le chômage, évidemment, que d'envoyer des militaires là-bas. Oui. Donc voilà, je pense que c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a des raisons politiques intérieures. Mais vous m'aviez aussi parlé de la pêche. Et alors la pêche est une ressource évidemment très importante. Et alors c'est vrai que dans les problèmes de reconnaissance du territoire des Sahraouis, il y a quand même des choses qui sont un peu particulières, dans la mesure où, par exemple, le Maroc passe des accords de pêche avec la communauté européenne, et ces accords de pêche comprennent le littoral du Sahara occidental. Donc on peut quand même se poser des questions sur la légitimité de tels accords qui sont passés par les Européens avec un territoire dont quand même le contrôle est quand même actuellement, et en tout cas le statut est encore très très discuté actuellement. Alors maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, après avoir déterminé et circonscrit un petit peu le contexte général. Est-ce que vous pourriez expliquer dans quel cadre vous êtes parti en mission, sous l'égide éventuellement de quelle organisation, et comment tout ça s'est mis en place, quel était votre objectif en partant là-bas? Alors, les circonstances dans lesquelles je suis partie. Je vais d'abord parler de la création des camps de protestation des Sahraouis dans le désert. Donc, vers le mois de novembre 2010, un camp s'est constitué de manière tout à fait spontanée au milieu du désert, qui était un camp de tentes, qui a été installé là par des Sahraouis en signe de protestation sur les conditions sociales, économiques, de droits de l'homme qui leur étaient faites dans le territoire occupé par les Marocains. Il faut dire que la situation des droits de l'homme en territoire marocain est vraiment très très mauvaise
pour les Sahraouis, et leurs conditions économiques, l'accès aux emplois, etc., est aussi très très problématique. Et donc c'est vraiment un mouvement de protestation spontanée qui a mené à la création de camps de tentes dans le désert. C'était je me demande d'ailleurs si on ne pourrait pas dire que c'est la première manifestation du printemps arabe n'a pas eu lieu dans le désert sahraoui, quand ces gens spontanément se sont levés et ont dit maintenant ça suffit, et ils ont créé ces camps de tentes. Alors, dans un premier temps, les Marocains ont observé ça un petit peu de loin, puis tout ça s'organisait quand même très très fort. Il y a eu un certain nombre de journalistes qui se sont rendus dans ces camps, qui ont été voir ce qui s'y passait. Et là, les Marocains ont fini par réagir en détruisant ces camps. Je voudrais vous arrêter une petite seconde. Donc, en fait, quand vous dites ces camps, c'est en plein désert ou à proximité dans la banlieue d'une ville qui ont été établis? Parce qu'il y a aussi quand même le problème de l'eau, de l'alimentation, enfin des soins en général. Parce que bon, ça suppose une infrastructure. Bon, la spontanéité, c'est une chose, mais quand il y a plusieurs milliers de gens qui se retrouvent comme ça au mois de novembre, bon, là, c'est pas la période où il fait le plus chaud, sans doute, mais il y a quand même, je veux dire, un minimum d'infrastructures auxquelles ils ont dû penser préalablement, parce que sinon, c'était voué à l'échec dans les 15 jours qui suivaient. Mais je pense que, assez progressivement, je pense qu'au départ, au moment où les camps ont été créés, tout ça s'est fait très progressivement. Et c'est dans le désert, alors ça? Et c'est dans le désert, dans le désert, oui, c'est vraiment dans le désert, donc à quelques dizaines de kilomètres, de El Ayoun. Oui. Et je pense qu'au départ, bon, il faut dire quand même que les Sahraouis, ce sont des peuplades nomades qui ont quand même une très très grande habitude du désert, qui ont une tradition quand même de la vie dans le désert. Et très rapidement, les Marocains ont entouré ces camps et ont empêché les gens d'y entrer. Et avant que je parte à El Ayoun pour réaliser cette mission, en réalité, au départ, on m'avait demandé d'en faire une autre, qui était d'aller voir dans les camps comment se passait la situation sanitaire, puisque les Marocains empêchaient les secours médicaux, empêchaient l'entrée des médecins, l'entrée des médicaments, etc. Puis, bon, finalement, le problème s'est réglé par la force, puisque les Marocains ont détruit ce camp de manière extrêmement violente, puisqu'il y a eu quand même des morts, y compris d'ailleurs du côté marocain, parce que les gens ne se sont pas laissés faire. Mais il y a eu quand même des dizaines de blessés. Je pense qu'à l'époque, on parlait de 300 blessés, dont des blessés quand même assez graves. Et donc tous ces gens ont été rapatriés sur El Ayoun, le camp a été complètement détruit. Et ce qu'on disait à ce moment-là, c'est donc il y avait très peu d'informations qui filtraient puisque personne ne pouvait y aller. Il y a un journaliste du journal Le Soir qui avait été une semaine avant que moi j'y aille et qui a également, dès son arrivée, tout de suite été arrêté, qui n'a rien pu voir dans la ville. Et donc il y avait des bruits qui circulaient que ces blessés en réalité n'avaient pas accès aux hôpitaux, les gens avaient peur de sortir, il y a eu énormément d'arrestations et la situation des blessés semblait quand même poser problème. Et donc j'ai été, pas seulement moi, mais j'avais une collègue qui est venue avec moi, qui est Anne Collier, et nous sommes partis à deux pour essayer d'aller évaluer, voir simplement est-ce que vraiment ce qu'on racontait était vrai? Est-ce que les blessés avaient vraiment accès aux soins ou pas? Donc nous n'avons pas été pour aller les soigner, mais pour essayer d'évaluer la situation et les besoins en soins médicaux et éventuellement organiser une espèce de campagne. Et ça ne s'était pas fait jusqu'alors. Ça ne s'était pas fait. Personne ne pouvait y aller. C'est vraiment un territoire qui est. Non. Personne ne peut y aller. Même des gens comme Human Rights Watch, par exemple, avaient des accès extrêmement difficiles et les correspondants qu'ils avaient sur place ont eux-mêmes été battus, arrêtés. Donc vraiment, la situation était extrêmement compliquée avec un blackout vraiment complet. Et je dirais que notre aventure a été une confirmation de ce blackout, puisque donc nous sommes partis en passant par Agadir. Nous avons pris un bus jusqu'à El Ayoun, donc ça fait à peu près 800 km de route. On a pris un bus de nuit. Nous sommes arrivés dans cette ville.
C'est le long de la côte, c'est le long de la côte. Enfin, oui. c'est effectivement très désertique. Oui. Donc, on traverse quelques villes, on traverse Tantan. Enfin, bon, il y a quand même quelques villes sur le chemin. Et donc, nous sommes arrivés à El Ayoun le matin vers 7 heures. Et quand nous sommes arrivés, nous avons été à l'hôtel. Et donc, c'était une ville qui était une ville morte. Qui était très très militarisée. Donc il n'y avait pas une rue où il n'y avait pas un véhicule militaire. Vraiment, il y avait une ambiance, il n'y avait personne dans les rues. Bon, c'est vrai que c'était un samedi quand on est arrivé. Quand on est arrivé, on s'est dit, c'est peut-être parce que c'est le samedi. Mais finalement, au cours de la journée, la ville ne s'est pas plus animée que ça. Et donc nous avons été à l'hôtel et quand nous avons pris le premier contact, nous avions un contact avec quelqu'un qui devait nous amener auprès des blessés. En fait, la police est intervenue immédiatement. Donc cette personne avec laquelle nous avions un contact a été arrêtée devant nous et est encore actuellement en prison, passible pas à cause de ça, mais elle avait été arrêtée dans le cadre de l'occupation du camp justement. Donc c'est un militant des droits de l'homme. Et donc il a été arrêté devant nous et nous avons été amenés à la police. Alors effectivement, avec nous, ils ont été assez corrects, mais avec lui, c'était autre chose. C'était assez violent, mais bon, là, on l'a pas vu très très longtemps. Et en fait, il a été à ce moment-là arrêté et depuis, il est toujours... il est à la prison de Salier, il est actuellement, il devrait normalement, dans les jours qui viennent, passer devant un tribunal militaire avec une vingtaine d'autres militants qui ont été arrêtés en même temps. Ils ont accès à des avocats ou alors, ils sont au secret, comme c'est une affaire d'ordre militaire? Mais c'est un tribunal militaire, donc il n'y a que des avocats marocains. Donc je sais qu'il y a des avocats belges qui essayent d'intervenir là-dedans. Mais en même temps, je ne pense pas que des avocats étrangers peuvent plaider devant un tribunal militaire marocain. Donc, ils ont des avocats, mais qui sont des Marocains et qui probablement ne sont pas très soutenus dans leur action devant le tribunal. Donc, c'est quand même une situation extrêmement complexe. C'est ça. Et cette évaluation que vous étiez censé faire, vous n'avez pas pu la faire, elle aurait dû conduire à un rapport pour interpeller qui finalement, parce que les Marocains eux-mêmes n'auraient rien fait. Donc c'était pour interpeller des organisations comme l'ONU ou je ne sais pas moi. Oui, déjà l'Europe, on est quand même à Bruxelles. Enfin, je pense qu'il y avait moyen donc c'était Solidarité Socialiste qui nous a envoyé là, qui a quand même des relais politiques qui auraient permis effectivement de faire des actions pour essayer d'obtenir que les gens soient traités correctement. Mais il y a tout le temps des gens qui sont arrêtés, qui sont torturés, qui sont battus, les femmes sont violées, donc c'est vraiment là-bas, oui. Ah oui. Donc vous avez eu des informations depuis le mois de novembre alors? Oui, les informations, mais c'est comme ça depuis longtemps. Je veux dire, on en parle un tout petit peu maintenant. Et c'est vrai que ça a été presque la vertu de ma mission, c'est qu'on en a un peu parlé ici en Belgique, parce que c'est vraiment un problème oublié et que personne ne pense à ces gens qui sont là-bas et les informations filtrent par quoi? Par des journalistes qui parviennent je ne sais pas comment filtrent-elles ces informations? Il y a les organisations des droits de l'homme qui sont sur place. Il y a des correspondants. Human Rights Watch a des correspondants sur place. Amnesty International a dénoncé quand même les atteintes aux droits de l'homme qui ont eu lieu. Enfin bon, il y a des contacts quand même qui se font au travers des organisations de soutien aux Sahraouis, ça c'est clair. Oui. Il y a des contacts quand même qui se font avec... Mais y compris sur place, dans la ville dont vous parliez il y a quelques instants, là, on a quand même des informations. Oui. Mais forcément, ces informations passent évidemment toujours par des canaux qui sont des canaux
militant, je dirais. Mais oui, c'est bien toujours sûr. comme ça dans Oui, ce oui, genre de bien sûr, situation. toujours. Hein, Oui, oui, oui. et c'est vrai que les Marocains, les seuls journalistes qui peuvent travailler sur place sont des journalistes qui sont promenés par les autorités marocaines. Nous, quand nous avons été arrêtés, le grand reproche qui nous était fait, c'est de ne pas avoir demandé une autorisation et de ne pas avoir été promenés par les Marocains dans les hôpitaux pour voir ce qui s'y passait. Donc, c'est quand on a quelque chose, quand on n'a rien à cacher, on laisse les gens se promener. Bien sûr, bien sûr. Je crois que bien sûr. Et comment peut-on imaginer, enfin envisager la suite maintenant, puisque bon, cette mission n'a pas pu aboutir, donc elle a confirmé en fait ce qu'on pouvait imaginer. Ça peut déboucher sur quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place? Bon, les camps ont été démantelés, j'ai bien compris, mais enfin sur place, ces gens souffrent sur le plan. Mais je pense quand même il y a eu des blessés, j'ai bien compris. Oui, donc ils se sont trouvés où? Est-ce qu'ils ont vraiment été soignés dans des hôpitaux ou on les a laissés? Apparemment, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas été soignés ou qui ont été soignés à la maison, de manière assez clandestine, parce que les gens qui étaient blessés, c'était l'aveu d'une participation à ces camps, et que déjà rien que la participation à ces camps était un motif d'arrestation. Il y a eu quand même il y a même eu quand même des gens qui sont morts après leur arrestation. Hein. Il y a eu quand même il y a quand même eu des choses graves qui se sont passées. Alors, c'est quoi l'avenir? Je pense que ces gens luttent. Bon, ça fait des décennies. Je pense que pour le moment, l'ONU encourage des négociations. Alors, le problème, c'est que l'ONU n'a pas envie, manifestement, de se mouiller pour ce peuple qui est vraiment un peuple oublié. Et serait assez prêt à accepter. Alors il y a des moments où l'ONU reprend à son compte, presque sans changer une virgule, des propositions du Maroc. Alors la position marocaine actuellement, et ça a l'air d'être le maximum de ce qu'ils sont prêts à proposer, c'est un statut d'autonomie pour ce territoire, mais pas du tout un statut d'indépendance. Donc ils veulent vraiment le fait que le Sahara est marocain est une chose qui est intangible. Et je me souviens que quand je suis revenue, un de mes patients marocains me disait, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, on peut tout dire au Maroc, on peut même dire que le roi est bête, mais on ne peut pas dire une chose, c'est que le Sahara n'est pas marocain. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sensible. Mais en même temps, je pense qu'il commence à y avoir dans les organisations de droits de l'homme marocaines des gens qui commencent à réagir. Et je pense que le printemps arabe est quand même un moment peut-être où il y a un espoir qui peut naître parce que justement il y a des voix critiques qui s'élèvent, y compris concernant le Sahara occidental. Donc c'est peut-être ce qu'on peut espérer de mieux pour. Il faudrait voir évidemment les manuels scolaires, les manuels d'histoire pour voir ce qui est enseigné à l'école primaire et secondaire au Maroc. Justement, j'imagine qu'il y a quand même quelques lignes là-dessus. Enfin, moi, ça m'intéresserait évidemment de voir. J'imagine. Voilà. L'historien. Parce que c'est vrai qu'historiquement, la civilisation marocaine, en grande partie, vient du sud. Donc, ce sont comment dirais-je, les Almoravides, puis les Almohades au XIe et au XIIe siècle, qui ont fondé le grand empire hispano-marocain. Et donc, en fait, ils venaient de la Mauritanie et du Sahara, ils venaient de là. Tous ceux, ils ont édifié une civilisation, enfin, bon, on connaît Grenade, l'Alhambra, etc. Ils venaient de là, ils venaient du Sahara, ils venaient pas du tout de la côte, c'était pas les Arabes des villes impériales, etc. Ils venaient du sud, hein. Ce sont des gens qui venaient du sud et qui ont créé l'empire donc du Maroc entre le Xe et le XIVe siècle, puisqu'après ce sont été des dynasties locales. Mais enfin, donc c'est vrai qu'on peut imaginer un petit peu comme les Serbes qui étaient tellement accrochés au Kosovo qu'ils ont perdu et qui était le lieu historique, je dirais, de la Serbie et qui pour eux étaient tellement attachés à ce Kosovo où s'est construit l'identité serbe. Donc c'est un petit peu comme si les Français perdaient Paris, quoi. Hein, donc, alors je sais pas si c'est encore si c'est dans la conscience
des Marocains, mais en tout cas, c'est peut-être ce qu'on essaye, en tout cas, de leur rappeler, parce qu'on reconstruit l'histoire, évidemment, a posteriori, de leur dire que c'était la terre natale. Je n'en sais rien, hein, je n'ai pas lu les manuels. Mais je pense que donc je peux imaginer que c'est récupéré pour légitimer une occupation, au moins. Mais tout ça est évidemment très très compliqué, parce que c'est évidemment un héritage de la colonisation. Et bon, une chose quand même qui est assez frappante, c'est que donc la République arabe du Sahara démocratique est reconnue par l'OUA. Et donc et en fait, pourquoi? En fait, c'est parce que l'OUA est pour l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et donc, il y a des jeux là-dedans qui sont évidemment très très compliqués. Le Maroc s'est d'ailleurs retiré de l'OUA parce que non, c'est vrai que sinon ça remet en cause évidemment toutes les frontières. Parce que la République sahraoui est effectivement reconnue. Donc peut-être enfin on ne sait pas. Hein, on peut refaire l'histoire aussi, mais la colonisation elle a eu lieu et je pense que ces peuples ont été, le peuple sahraoui a quand même été déplacé par les Marocains. Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même eu quelque chose d'extrêmement douloureux. Et puis, il y a cette perte. Enfin, quand on voit la manière dont ces gens vivent maintenant sur leur 20% de territoire qui est limité par un mur, alors que ce sont des gens qui sont des hommes du désert, et quand on les entend parler de leur vie avant, dans le désert, où ils allaient d'un endroit à l'autre, où finalement, ils n'étaient pas vraiment attachés à un lieu très très particulier, mais où le seul horizon, c'était l'horizon du désert. C'est assez impressionnant quand même on les entend. Et j'ai vu récemment un film que je vous recommande très très chaudement. Qui est un film de Pierre-Yves Van de Weert qui s'appelle Territoire perdu. Et c'est un film qui va passer sur Arte. Je ne sais vraiment pas quand, mais ça vaut la peine de vraiment faire un petit peu attention. Et c'est un film ou un documentaire? Alors c'est un documentaire subjectif, j'ai envie de dire. C'est un documentaire qui est engagé, quoi. Qui est engagé. Enfin, c'est la parole c'est la parole des Sahraouis. À la fois donc le film a été essentiellement tourné, parce qu'ils avaient fait tourner des images en territoire marocain, et puis finalement il les a pas utilisées. Donc tout est tourné dans les camps du côté de Tindouf, à la frontière algérienne, et c'est la parole des gens sur comment ils ont été déplacés, tous ces gens qui ont disparu. C'est quoi être un homme du désert? C'est l'attente, c'est l'ennui, le vide, parce qu'effectivement leur vie elle est rétrécie par le rétrécissement du territoire, j'ai envie de dire. Et c'est assez touchant. Il y a aussi des témoignages qui sont faits par téléphone de Sahraouis qui se trouvent en territoire marocain à El Ayoun, essentiellement des femmes d'ailleurs qui racontent simplement leurs arrestations, pourquoi elles sont arrêtées, parce qu'elles font des sit-ins en rue, la manière dont ça se passe, on les déshabille, elles sont violées, elles sont menacées. C'est vraiment extrêmement fort et très très touchant et soutenu par une qualité d'image très 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 particulière. Je vous le recommande. Ah oui. Mais j'espère que nos auditeurs auront bien entendu le message. Je voudrais vous poser une question maintenant par rapport à vos expériences antérieures que je ne connais pas, mais en tout cas je sais que vous avez été en Palestine. La situation n'est évidemment pas du tout comparable, mais vous évoquiez dans ce documentaire cette notion de confinement, d'un territoire restreint, etc. Est-ce que, bien que la situation évidemment ne soit pas comparable, est-ce que quand vous avez été justement à Gaza, est-ce que vous avez senti aussi ce sentiment, un sentiment du même type, alors que là on n'est pas dans le désert, on est c'est un territoire extrêmement dense, je dirais, où la population est extrêmement nombreuse par rapport à un réduit, un goulot véritablement. Et est-ce que quand vous avez pu discuter là c'était avec des médecins, je crois, hein, que vous avez rencontré des médecins, est-ce qu'il y avait aussi ce sentiment d'être enfermé, ou en tout cas dans ce territoire restreint,
contraint, comme l'évoquent les Sahraouis, ou bien j'ai mal compris ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de ce documentaire. Bon, vous ne faisiez pas évidemment, c'était un tout autre contexte, mais puisqu'il y a évocation dans ce documentaire de ce sentiment d'isolement, etc., est-ce que dans vos conversations que vous avez pu avoir à Gaza, il y avait des choses un peu semblables ou pas du tout je pense que c'est pas tout à fait du même ordre. Ce qui est assez particulier. Bon, moi j'ai été à Gaza que après le départ des Israéliens. Donc à partir du moment où Gaza était sous blocus, je n'y avais jamais été avant à l'époque où les Israéliens étaient présents. Alors ce qui est assez frappant, alors c'est pas tout à fait la même chose parce que on n'a pas ce sentiment d'un ennui, d'une situation où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Je pense qu'ils sont extrêmement réduits dans leurs activités parce qu'il y a du confinement, mais je dirais que c'est une ville, la vie à Gaza, c'est une vie quand même, c'est une vie urbaine. Donc il y a des tas de choses. Enfin, les gens travaillent. Il y a une activité. Enfin, maintenant il y en a de moins en moins. Mais enfin, il y avait quand même à certaines périodes des activités économiques et les gens pouvaient vivre très normalement. Enfin, très normalement, oui, entre guillemets. Hein. Mais ce qui me frappait quand même très... Pardon ? C'était pas 60% de chômage ? Oui, enfin, quand je dis normalement, il faut ramener ça... Enfin, je dis, les gens peuvent se déplacer. Voilà, c'est ça, oui. Mais ce que je trouvais très, très frappant à Gaza, c'était... bon, à la fois cette souffrance, parce qu'il y a cet enfermement et que les gens ne peuvent pas sortir et que même, par exemple, les sorties pour raisons médicales sont extrêmement limitées. Donc, il y a même ce sentiment de ne pas être en sécurité sur le plan de la santé. C'est-à-dire que si vous faites un infarctus, ici, il n'y a aucun problème. À Gaza, c'est un problème parce qu'on n'a pas nécessairement ce qu'il faudra pour vous soigner. Et les gens savent ça. Mais ce qui me frappait aussi, c'était que quand les quelques fois où on nous a déplacés, enfin on nous a promenés, où on nous a fait visiter Gaza finalement, pas du tout dans le cadre médical, ce qui était extrêmement frappant, c'était le soulagement par rapport au départ des Israéliens. Et alors c'était tout le temps, à chaque détour de route, c'était là il y avait un checkpoint, là on pouvait pas aller sur la plage parce qu'il y avait des snipers qui tiraient, oui là il y avait un pont et on pouvait pas passer sur la route parce que c'était la route des Israéliens, donc on devait passer par le pont. Et c'était en permanence des espèces de rappels de cette humiliation qu'il y avait au moment où les Israéliens étaient sur place et contrôlaient tout. Et donc à la fois il y a cette situation complètement désespérée parce qu'effectivement ils sont dans les faits enfermés et quand même ce petit soulagement de ne plus avoir les Israéliens dans les pattes, quoi. Donc c'était assez c'est quand même très très différent comme situation. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres missions en vue ? Je dirais hélas, parce que je ne sais jamais pour s'amuser que vous partez. Hélas, c'est pour constater des souffrances et qu'on ne peut pas résoudre toujours comme on le voudrait et dans les temps. C'est surtout ça. Là, enfin bon, nous sommes en train de préparer de nouveau une mission pour Gaza pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre. Ouais. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe maintenant sur le plan sanitaire, dans votre spécialité, je dirais? Mais je pense que rien ne change. Et je pense que vraisemblablement la situation ne fait que empirer, parce que. Mais on a reconstruit des hôpitaux, des choses comme ça, parce non, parce que les matériaux ne passent pas. Enfin, il y avait eu une légère amélioration. Enfin, j'imagine qu'avec les événements tout récents et la détérioration récente des rapports entre les Israéliens et le Hamas, j'imagine que ça doit de nouveau être plus bloqué que jamais. Alors, c'est vrai que du côté égyptien, c'est une grande déception, ça. C'est une grande déception parce que le contrôle est pire qu'avant, semble-t-il. Ah bon ? Oui. Les Égyptiens ne laissent absolument pas passer les gens. Et donc, voilà, les gens passent par les tunnels, toujours, sauf que, bon, voilà, pour le moment, avec les frappes récentes, les Israéliens se sont remis à détruire quelques tunnels juste pour donner des leçons. C'est ça. Et voilà, donc on est reparti. On est reparti de nouveau pour une dégradation quand même. Probablement de la situation de Gaza, où le blocus avait été relativement
allégé les derniers mois. Hein, mais là... Et c'est vrai que l'actualité a fait que, avec ce qui s'est passé positivement dans le cas du printemps arabe, on n'a plus beaucoup parlé, je dirais, aux informations de ce qui s'y passe. Bon, ponctuellement, mais c'est vrai que ça a été complètement, comment dirais-je, submergé par tout ce qu'on entendait en Tunisie, en Égypte, maintenant la Libye, puis il y a eu Yémen, le Bahreïn. Mais ceci dit, il y a quand même eu des réactions, il y a quand même eu des réactions, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez que au moment des manifestations, je pense en Égypte, il y a eu à Gaza une très grande manifestation pour l'unité. Ah, mais ça, je n'ai pas. Donc il y a eu, parce que les jeunes sont descendus dans la rue pour dire on veut que le Hamas et le Fatah se réconcilient. Ah oui. Ce qui est quand même assez, je trouve que c'est assez rafraîchissant quand même. Ah oui. J'ai entendu qu'il y avait aussi comment dirais-je, un certain opportunisme au niveau du Fatah, enfin du côté de la Cisjordanie, là, comment il s'appelle, Mahmoud Abbas, comment dirais-je, pour se rapprocher du Hamas dans le cadre de l'assassinat de ce militant pacifiste italien. Ils disent qu'il est peut-être temps maintenant, parce qu'ils sont tous les deux d'accord pour condamner oui, tout à fait, ce qui s'est passé, parce qu'apparemment c'est un groupe salafiste qui est indépendant du Hamas. En fait, c'est la première fois que ça arrive depuis que le Hamas est au pouvoir, et le Hamas avait d'ailleurs... Surtout qu'on ne comprend pas très bien quels sont les objectifs. D'ailleurs, vraiment, c'est une personne qu'on a vue à la télévision qui avant d'être assassiné, était vraiment un défenseur de la cause palestinienne. Oui, tout à fait. Mais je ne comprends pas très bien avec quel objectif, ou bien ils l'ont fait ignorant quel était le personnage en face duquel il se trouvait, je ne sais pas très bien, ou bien il y a une manipulation, une super manipulation. Non, je pense que c'est vraisemblablement quelque chose de très interne, hein, parce que le Hamas a quand même a beaucoup mis de l'ordre quand ils sont arrivés à ce point de vue-là. D'ailleurs, ils contrôlaient vraiment, il n'était pas question d'enlever quelqu'un dans la rue. Hein. Ah oui, c'est ça. Et probablement que ça a échappé à son contrôle. C'est ça. Voilà, mais je vais vous remercier pour cette interview de ce soir. Et comme d'habitude, je terminerai cette émission par la phrase que vous connaissez bien maintenant. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille. Trop souvent,